Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. 7h42, à quelques jours des élections municipales, l'écologie est devenue un sujet central tant pour les candidats que pour l'opinion publique. Si les enjeux écologiques sont aujourd'hui l'un des thèmes les plus consensuels de ces élections, la mise en place de politiques vertes par la majorité des partis, elle ne va pas de soi. Et puis, quelle politique écologiste? Pour en discuter, je suis en compagnie de Cyril Dion. Bonjour. Bonjour. Cyril Dion, vous êtes réalisateur, militant écologiste et garant de la Convention citoyenne pour le climat. Vous avez notamment fait parmi les documentaires que vous avez réalisés Demain et Après-demain. Alors, j'imagine que ce consensus apparent pour l'écologie vous fait plaisir. J'imagine aussi qu'il y a une part de scepticisme chez vous. Quelle écologie pour les villes demain, selon vous, Cyril Dion? On a deux problèmes majeurs, le réchauffement climatique et la disparition de la biodiversité. Donc en gros, si on regarde que le réchauffement climatique, 3 grands postes d'émissions, à la fois les transports, l'agriculture et le chauffage. Donc c'est assez simple, à vrai dire. C'est-à-dire que nos politiques ont besoin d'agir sur ces 3 grands pôles, pour moi dans 3 grandes catégories, qui sont arrêter le réchauffement et arrêter la destruction des écosystèmes, préparer les villes au choc que le réchauffement climatique va nous faire connaître quoi qu'il advienne, puisqu'aujourd'hui les scientifiques disent que même si on arrêtait d'émettre dès aujourd'hui des gaz à effet de serre, on dépasserait 2 degrés en 2040. Et 2 degrés, on sait que c'est un point de bascule qui risque d'entraîner un réchauffement beaucoup plus rapide. Et troisièmement, régénérer, c'est-à-dire permettre aux écosystèmes de nous aider, donc replanter des arbres, végétaliser, faire en sorte qu'on puisse absorber des précipitations importantes, etc. L'échelon municipal est-il le bon échelon pour agir pour la planète, Cyril Dion? C'est un très bon échelon parce que souvent les maires sont beaucoup moins paralysés que les élus nationaux, qui sont eux dans une espèce de course à se faire réélire d'une part, deuxièmement qui sont dans la nécessité d'avoir un consensus le plus important possible. C'est un peu en écho à ce que vous disiez à l'instant sur la campagne américaine, c'est-à-dire qu'il y a toujours une tentative d'être sur une position un peu centriste, alors qu'aujourd'hui le réchauffement climatique nous demanderait de prendre des mesures qui sont plutôt radicales, et donc qui en général sont assez impopulaires, donc les gouvernements nationaux ne les prennent pas, et ils sont beaucoup plus soumis au lobby. Et justement, parmi ces mesures radicales, qu'est-ce que, pour vous, un maire devrait faire? Alors, un maire qui serait radical ou parfois même kamikaze parce qu'il risquerait de ne pas être réélu, voire élu, s'il prenait ces décisions, Cyril Dion? Comme je le disais à l'instant, si on prend par exemple les transports, on a besoin de faire en sorte que les grandes villes fasse une place de plus en plus importante aux piétons, aux cyclistes, aux transports en commun et plus aux voitures et à tout ce qui peut occasionner des émissions de gaz à effet de serre. Il faudrait végétaliser un maximum nos villes pour faire en sorte que d'une part ça les climatise et d'autre part ça leur permette, comme je le disais tout à l'heure, d'absorber les précipitations. Il faudrait faire en sorte de faciliter la réhabilitation des bâtiments au maximum, d'avoir des guichets uniques pour que les gens sachent comment isoler leur logement pour payer moins cher. Et puis sur le domaine de l'agriculture, à la fois développer de l'agriculture urbaine dans les centres-villes, mais aussi travailler avec les territoires qui sont autour et les métropoles et les agglomérations pour produire un maximum d'alimentation là où les gens vivent. Cette végétalisation, aujourd'hui, elle fait débat parce que certains contestent non seulement l'opportunité de végétaliser les villes, mais même la possibilité de le faire, Cyril Dion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça supposerait des travaux qui sont des travaux gigantesques dans certaines villes que je ne citerai pas pour ne pas avoir ensuite des difficultés à m'extirper des situations locales. On explique que cette végétalisation, c'est beaucoup de cinéma, beaucoup de paroles et pas beaucoup de réalisation. Si vous prenez des îlots urbains qui sont végétalisés, c'est-à-dire où il y a des arbres et des îlots où il n'y en a pas, dans des phénomènes comme ceux qu'on a pu connaître cet été de canicule, où je vous rappelle quand même qu'on a connu 43 degrés à Paris, vous pouvez voir une différence considérable. D'ailleurs, ces 43 degrés, c'est intéressant parce qu'ils sont pris au parc Montsouris, dans la station météo qui relève la température, à l'ombre, sous des arbres, et en réalité, des mesures qui ont été effectuées à l'intérieur de la ville, typiquement, j'en sais rien, moi, au milieu du boulevard Haussmann ou des Champs-Élysées, à des endroits qui sont en plein soleil, montraient qu'on était plutôt à 47 degrés.
Donc que les arbres permettent de climatiser les villes, je veux dire, c'est un consensus qui est dans le monde entier. Que ça permette aussi à des oiseaux de nicher et à la biodiversité de ne pas totalement disparaître des espaces urbains, ça aussi c'est une évidence. Donc j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire. Une autre question qui se pose au maire est la question du logement. Est-ce qu'il est possible de concilier impératif de logement avec plus de logements dans les grandes villes? Il y a bien souvent pénurie de logements, Cyril Dion, et l'impératif de l'écologie, du souci écologique. Je pense qu'on a besoin de se poser plusieurs questions quand il s'agit du logement. Est-ce qu'on doit continuer à densifier à ce point-là? Il y a des villes, notamment Paris, qui est une ville d'une densité considérable. Si on compare Paris, par exemple, à Londres ou à Berlin, je crois qu'on est à 21 000 habitants par kilomètre carré à Paris, versus 8 000 à Berlin et 11 ou 12 000 à Londres. C'est une densité énorme. Pendant que des territoires sont totalement désertés. Donc je pense qu'il y a une forme de rééquilibrage à trouver, qui suppose de penser l'urbanisation de façon différente, c'est-à-dire de ne pas avoir des territoires qui sont complètement délaissés, à la fois en termes de transport, à la fois en termes de services publics, à la fois en termes d'accès à la culture, etc., etc. Et ensuite, on a besoin de penser le logement en termes là aussi de réhabilitation et de permettre un accès au logement à une population dans toute sa diversité. Le problème des grandes villes aujourd'hui, c'est d'une part qu'il y a des logements qui sont extraordinairement chers, auxquels on ne peut pas accéder, qui sont parfois des passoires thermiques, et donc qui, même quand ils ne sont pas chers, font que des populations sont contraintes de payer des sommes considérables simplement pour se chauffer, ça ne devrait plus exister, et qui sont du coup des facteurs d'émissions de gaz à effet de serre considérables. Je le redis encore une fois, le chauffage, c'est le 3e poste d'émission en France. Mais pourtant, la densification du logement, elle a bien souvent été suggérée, voire même imposée par des écologistes, Cyril Dion. Qu'il faille qu'il y ait une certaine densité, c'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un étalement urbain, c'est sûr. Après, il faut voir jusqu'où. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on a des villes où on n'a plus un seul centimètre carré pour mettre un arbre, où il y a tellement de monde qu'il y a des embouteillages en permanence et que même les transports en commun sont totalement saturés, je pense qu'à un moment, il faut opérer ce rééquilibrage. Ensuite, effectivement, il ne faut pas aller vers des logiques à l'américaine, type Los Angeles, où on a 100 km², donc 100 km sur 100 km, où c'est une espèce de banlieue qui n'en finit plus et où on est obligé de tout faire en voiture. Mais la demande de logement, elle est évidemment liée, comme vous le savez, Cyril Dion, à la possibilité de travailler à tel ou tel endroit. Est-ce qu'il est possible de faire en sorte que ces villes, qui sont généralement les lieux principaux où on trouve des emplois, ne soient pas des lieux où la plupart des gens veulent être logés? Là encore, on est en France victime d'une centralisation qui est parfois un peu absurde, où tout se passe à Paris ou dans les grandes métropoles, et où on a énormément de mal à faire en sorte que des activités puissent se produire à l'extérieur de ces grandes villes. Et on est très rétif au télétravail. Il y a une association qui s'appelle The Village qui depuis des années et des années produit des études pour montrer les vertus du télétravail, à la fois en termes de productivité, mais aussi en termes de bien-être des salariés et de diminution des transports. Pourquoi est-ce que des gens sont obligés de se retrouver dans les embouteillages tous les matins? Moi j'habite à 80 km de Paris. Si j'essaie de venir en voiture, je mets entre 2h30 et 3h aux heures de pointe. C'est complètement ridicule. Enfin, je veux dire, on n'a pas le loisir tous de passer 4 heures ou 5 heures de notre vie coincés dans une voiture à ne rien faire. Donc là encore, je pense que les chefs d'entreprise en France devraient largement étudier cette solution. Est-ce qu'il n'y a pas des solutions de mobilité individuelle, je veux dire la voiture électrique par exemple, qui pourraient permettre à la fois de concilier le besoin des gens de se déplacer, par exemple pour aller travailler, Cyril Dion, et des impératifs écologiques? Dans les grandes villes, en fait, tout dépend des territoires. C'est-à-dire que dans les grandes villes, on devrait diminuer drastiquement le nombre de voitures. Ce qui est le moyen de transport le plus écologique, le plus simple et le plus rapide. Aujourd'hui, dans les villes d'une certaine taille, c'est le vélo. Moi, je suis venu en vélo ce matin et depuis qu'on a des espaces protégés... Non, j'ai pris le train, j'ai mis mon vélo dans le train. Vous me rassurez. Et c'est justement
pour des gens qui habitent encore plus loin, l'intermodalité, c'est-à-dire la capacité de faire en sorte qu'on puisse combiner des transports. Quand on avait filmé pour le film Demain au Danemark, on voyait des gens qui étaient même capables de mettre leur vélo dans le métro et qui ensuite pouvaient, grâce à des aménagements adaptés, remonter leur vélo grâce à des rails, etc. Quand on est dans du périurbain, on peut imaginer avoir du transport en commun ou effectivement des véhicules électriques partagés. Le but étant d'avoir le moins de voitures possible. Il y a une étude qui a été conduite par l'ancien vice-président de General Motors, donc qui n'est pas vraiment un écolo, pour l'Université du Michigan, qui montrait qu'on pouvait avoir la même qualité de mobilité avec 80% de véhicules en moins, si tant est qu'on organise le partage de ces véhicules sur un même territoire. La question du vélo et du tout vélo, Cyril Dion, là aussi elle est critiquée à la faveur de cette campagne des municipales. On va rester en général dans cette critique. Est-ce que ça n'est pas là aussi un mirage, puisqu'il y a beaucoup de gens, des personnes âgées, et des familles aussi qui ont des difficultés pour utiliser le vélo dans leurs déplacements? D'une part, je pense que personne n'a dit qu'il fallait que le vélo s'impose à tout le monde comme une espèce de transport obligé. Évidemment qu'il faut multiplier les moyens de transport. Pour autant, là encore, si on va s'inspirer dans des pays où le vélo est un peu la tradition, je pense à la Hollande, je pense au Danemark, on voit des dispositifs qui nous étonnent ici en France. Des vélos cargo où on met les enfants dans des nacelles à l'avant, des gens qui vont faire leurs courses en vélo, des personnes âgées qui continuent à faire du vélo jusqu'à 70, 75 ans et qui s'en trouvent plutôt pas trop mal. Et c'était très drôle d'ailleurs quand on discutait avec les Danois en leur disant mais comment vous faites? Parce qu'au Danemark, c'est pas non plus le Maroc, c'est-à-dire qu'il fait un peu froid, il neige. On leur disait mais comment vous faites quand il pleut? Bah, on met un caouet. Et comment il fait quand il fait froid? Bah, on met un manteau. Et on va plus vite, et on est en meilleure santé, et on n'est jamais coincé dans les embouteillages, et ça nous coûte moins cher. Il y a énormément de vertus au vélo. Après, il y a des gens qui n'ont pas envie de faire du vélo, il y a des gens qui sont dans une condition physique qui ne leur permet pas. Mais il faut qu'ils aient des transports en commun, ou des véhicules partagés, ou des taxis électriques qui puissent leur permettre de se déplacer. Lorsque vous avez justement réalisé ces documentaires, Cyril Dion, et que vous avez voyagé pour essayer de comprendre quelles étaient les solutions adoptées dans les différents pays, est-ce que vous trouvez rétrospectivement que la France est à la traîne ou qu'elle peut être considérée comme étant pilote sur certains sujets pour l'écologie? La France n'est pas vraiment pilote, c'est-à-dire que et j'entends souvent nos responsables politiques se féliciter du fait que la France émet beaucoup moins que les États-Unis, que la Chine, etc. Simplement, on émet beaucoup moins parce qu'on est beaucoup moins nombreux. Si on ramène les émissions aux émissions par habitant, qui est en gros la meilleure façon de compter pour savoir quel est notre impact sur la planète, un Français émet en moyenne 12 tonnes de carbone par personne et par an. Si on voulait respecter les accords de Paris, il faudrait en émettre 2. Donc on en émet 6 fois trop. Donc si on était 1,4 milliard de Français, comme il y a 1,4 milliard de Chinois, ça serait encore pire que les émissions chinoises. Pourquoi? Où est-on trop où crée-t-on trop de gaspillage en matière d'énergie? Parce qu'on a l'impression que les normes pour les voitures sont de plus en plus draconiennes. Même chose pour le chauffage domestique, Cyril Dion. Bref, où se situe cet écart? En fait, nos émissions, c'est 6 tonnes d'émissions directes, c'est-à-dire ce qu'on mange, notre chauffage, nos trajets en voiture, et 6 tonnes d'émissions importées, c'est-à-dire les choses qu'on achète. C'est pour ça qu'on a délocalisé une bonne partie de nos émissions dans les usines chinoises, du Bangladesh, de Chine, d'Inde, etc. En gros, on émet trop parce qu'on a un pouvoir d'achat assez fort. On voyage beaucoup, on achète beaucoup d'équipements numériques, on achète beaucoup de vêtements, on se déplace beaucoup, on mange beaucoup de viande, on se chauffe parfois à 21 ou à 22 au lieu de se chauffer à 19. Et on ne prend pas en considération l'ensemble des paramètres qui sont notre empreinte, ce qu'on a tendance à appeler notre empreinte écologique. Vous pouvez vous amuser à aller sur, par exemple, le site du WWF Suisse, qui a un calculateur d'empreinte écologique. Vous verrez, c'est assez stupéfiant. L'épidémie de coronavirus, précisément, elle fait prendre conscience de ça. Elle fait prendre conscience des chaînes logistiques, comme on dit, c'est-à-dire de la manière dont on est dépendant de ce qui se passe en Chine, de la manière dont le transport aérien est central, alors à juste titre ou pas, dans nos modes de vie. Qu'est-ce que vous en pensez?
On a vu la pollution chuter de façon massive en Chine. Il y a des images de la NASA là, qui ont beaucoup tourné sur les réseaux sociaux et qui sont assez édifiantes et qui montrent qu'effectivement, malheureusement, pour les tenants de la croissance économique et d'une activité totalement débridée, on voit qu'une des seules façons de faire décroître nos émissions de façon massive, c'est de faire chuter les échanges. Mmh. C'est-à-dire de faire en sorte que ce libéralisme à tout crin soit limité et soit encadré. Mais alors, est-ce que lorsqu'on en aura terminé avec cette épidémie de coronavirus, puisque je ne doute pas qu'un jour on réussisse J'espère bien, oui. à s'en tirer avec une disparition de ce virus, est-ce que vous pensez qu'il restera quelque chose? Est-ce que ça peut influer sur nos modes de vie? En tout cas, pour en discuter avec des amis chinois qui vivent en Chine, ça a déjà un impact là-bas. Ça a un impact sur la compréhension justement que une partie de la population peut avoir de la cause de la pollution atmosphérique, de la transparence aussi des informations qui sont délivrées par le régime chinois. Bon. En France, je ne sais pas si c'est le coronavirus qui aura cet impact-là, mais on voit que la conscience de la population sur le changement climatique a énormément évolué. Je pense que c'était plutôt lié aux différents étés qu'on a vécus en 2018 et en 2019 et au fait qu'on a commencé à ressentir les effets du changement climatique de façon concrète dans nos vies, plutôt que à cet épisode-là. Je ne vais pas vous demander une prise de position politique, Cyril Dion, mais lorsque vous voyez la campagne des municipales, est-ce que vous avez l'impression que l'écologie est devenue une préoccupation transpartisane? Est-ce qu'elle est conjuguée différemment à droite et à gauche aujourd'hui? La plupart des partis commencent à se revendiquer de l'écologie, ça c'est sûr. Et je pense que c'est le résultat de ce dont on vient de parler. C'est-à-dire un changement massif dans l'opinion. Et donc, ils se rendent bien compte que s'ils veulent que les gens votent pour eux, il va falloir parler un minimum d'écologie. Mais c'est sûr que tous les partis ne sont pas égaux face à ce sujet-là. Et que les mesures proposées ne sont pas du tout de la même envergure. Là encore, si on ne va pas à la racine du mal, c'est-à-dire si on ne se rend pas compte qu'un objectif de croissance illimitée dans un monde fini n'est absolument pas tenable, et si on continue à vouloir en même temps aller chercher de la croissance à tout prix, libéraliser les échanges, avoir des traités de libre-échange avec le monde entier, et en même temps dire qu'on va faire de l'écologie, ça ne peut pas fonctionner. J'encourage les auditeurs à lire un ouvrage passionnant qui s'appelle « Sortir de la croissance » d'Éloi Laurent, qui est professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford, et qui fait largement le tour de la question. Merci beaucoup, Cyril Dion, d'être venu nous rendre visite ce matin. On va évoquer un autre thème qui est dans la campagne, en dehors de l'écologie, le 49.3. Il est entré, comme vous le savez, par effraction samedi en fin d'après-midi. Le recours au 49.3. Qu'en pensez? Nous serons en compagnie du politiste Frédéric Savicki, professeur à l'Université de Paris 1 dans quelques instants. Il publie La fin des partis aux presses universitaires de France. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un bon réveil.